Je remercie la ville d'Angers, Madame Moreau présente, Caroline Fell évidemment qui s'est investie, tous autant que vous êtes. Je salue mon collègue Philippe Duverger qui me fait le plaisir d'être présent. Et donc nous allons parler de ce que j'ai appelé exposition précoce et excessive aux écrans, E-P-E-E, ça fait épée, chez les tout petits. Donc là maintenant on va parler des enfants entre 5-6 mois, 8 mois. On a sur YouTube, vous voyez des enfants avec de 6-8 mois déjà, et jusqu'à 3 ans, 3 ans et demi, 4 ans. En gros, des enfants avant le langage et pendant la période d'apprentissage du langage, avec effectivement tous les types d'écrans, mais tout particulièrement les écrans nomades, c'est-à-dire les smartphones, les petites tablettes, etc., qui ont littéralement envahi la vie des familles. D'ailleurs, aujourd'hui, dans les différentes enquêtes sur les problèmes que rencontrent les parents, aujourd'hui, les écrans sont devenus, les jeux en particulier avec les adolescents, l'occupation du temps des adolescents, c'est devenu la première problématique des familles, devançant maintenant les problèmes de l'échec scolaire et du travail de la scolarité. Il y a une quinzaine d'années, quand on faisait des enquêtes, c'était toujours le travail scolaire qui venait au premier rang. Aujourd'hui, c'est les écrans qui viennent au premier rang, et quasiment à tous les âges de la vie des enfants. Les écrans, il y a 3 tranches d'âge. Il y a les tout petits, ceux dont on va parler aujourd'hui, les enfants d'âge moyen, qui est peut-être la tranche d'âge la plus facile à gérer, et ensuite les adolescents, qui là posent d'autres problèmes, et qui effectivement ont aussi des complications. Alors, ce n'est pas un problème nouveau, le danger des écrans pour les tout petits. Rendons hommage à Serge Tisseron, qui, un des premiers très investis dans les écrans, a signalé les dangers des écrans avant même les smartphones, c'est-à-dire il y a 10-15 ans, et les dangers à partir de travaux, en particulier des travaux d'un auteur très connu qui s'appelle Linda Pagani, P-A-G-A-N-D, Linda Pagani, qui, dès les fins des années 97-98, sur une enquête sur un grand nombre de populations, a différencié les enfants qui à l'époque avaient 3 ans, donc c'est pas tout à fait les tout petits, vous voyez, donc des enfants de 3 ans qui regardaient la télévision pendant plus de 2 heures par jour, et ceux qui ne regardaient pas la télévision, qui la regardaient moins de 2 heures par jour. Et elle suit cette cohorte maintenant depuis 18 ans, et elle montre combien ces enfants qui étaient exposés à la télévision ont des difficultés dans la scolarité, dans les relations aux copains de leur âge, aux pères, etc., et des difficultés relativement durables. Alors, elle dit aussi dans ses études qu'elle a essayé de neutraliser tous les autres paramètres, par exemple les difficultés sociales, etc., et que ça reste significatif. Mais ces études ont toutes été faites avant l'arrivée des smartphones et des petits écrans, qui ont révolutionné les choses. Alors, la situation a explosé, je dirais, depuis quelques mois, et c'est le mérite d'une ville comme Angers d'avoir quasiment anticipé le mouvement. Et je vais vous donner 3-4 dates. La première, symbolique, c'est la mise sur YouTube d'une vidéo par Agnès Ducorda, qui est un médecin de PMI, et cette vidéo que vous avez certainement vue, moi je l'ai vue assez rapidement, quelques semaines après ça, qu'elle a été mise sur YouTube. Je l'ai regardée à 3 ou 4 reprises, 3 reprises exactement, et je n'ai pas de contestation sur cette vidéo que je trouve tout à fait bien, et tout à fait informative, et tout à fait claire. Voilà. Donc c'est une vidéo qui garde toute son actualité, j'y reviendrai par la suite. Après cette vidéo, donc, il y a eu effectivement une série d'événements, en particulier quelques mois plus tard, une émission sur France 2, où cette même Agnès Ducorda a été confrontée à Serge Tisseron dont je viens de parler, et ça a été un petit peu explosif, créant une forme de buzz médiatique qui a entraîné des tribunes sur le monde, tribunes donc en février-mars, contestant les propos de Madame Ducorda. Donc ça, c'est une situation qui est un peu complexe et conflictuelle, et je vous expliquerai pourquoi, on aura l'occasion d'en reparler. Arrivons tout de suite à la question du syndrome, donc de ce que j'ai appelé l'exposition précoce et excessive aux écrans. C'est un phénomène nouveau par son ampleur et par la précocité des enfants qui y sont exposés. C'est un phénomène qui a 4-5 ans d'âge, les écrans et les smartphones ayant envahi la vie des familles il y a une petite dizaine d'années, 2007-2008,
Et un petit délai. Au début, ces appareils étaient un petit peu précieux, on n'y touchait pas trop, on les gardait, et puis petit à petit, c'est devenu, parce que vous savez tous, maintenant tous les adultes ont ces appareils à la main, dans les transports en commun, etc., quasi en permanence. Et les enfants se les sont appropriés, ou on les donne aux enfants pour les raisons qu'on verra tout à l'heure. Et donc il y a une exposition qui est apparue depuis 4-5 ans, et dans tous les professionnels de la petite enfance, sans exception, personnes qui travaillent dans les crèches, dans les haltes garderies, donc auxiliaires de puériculture, puéricultrices, les personnes qui travaillent dans les hôpitaux, évidemment, les hôpitaux de jour, en psychiatrie, en pédopsychiatrie, mais aussi les pédiatres, mais aussi les pédopsychiatres, mais aussi les orthophonistes, qui évoquent beaucoup cela, les infirmières, les personnels scolaires de petites sections maternelles et de moyennes sections maternelles, disent quoi? Disent qu'il y a une montée, depuis 4-5 ans, inquiétante, d'enfants qui ont des comportements, qui ont des manifestations symptomatiques, que je vais vous dire, qui apparaissent de manière relativement massive. Alors tous n'en sont pas atteints, évidemment, il faut rester raisonnable, mais ça représente des proportions dans chaque classe de maternelle. Il y a 3 ou 4 enfants, si ce n'est plus, qui sont dans cette situation de difficulté. Alors quelle est cette sémiologie, quels sont ces signes du syndrome d'exposition précoce et excessive aux écrans? Le premier, je dirais, il y a 3 séries de symptômes que vous connaissez. On va passer les problèmes de retard de langage qui apparaissent au début, évidemment, quand un enfant a 6 mois, 8 mois, il n'y a pas trop de retard de langage, puisque le langage apparaîtra vers la fin de la 2e année, en 18 mois, 2 ans. Mais le langage va apparaître tardivement, et surtout, il y a des anomalies de la prosodie ou de l'expression. Ce sont des enfants qui, dès l'âge de 1 an, peuvent réciter par cœur des chiffres, ou réciter par cœur des mots anglais. Et souvent d'ailleurs, il faut faire très attention, avec une prosodie un peu chantante, comme quelqu'un qui parle dans les aéroports ou dans les gares, comme ça, comme ça, une sorte de, voilà, presque écolalique, répétant de manière écolalique les choses. Donc ça, il faut être attentif à cette particularité d'un langage chez ces petits-enfants qui ont 13, 14, 15 mois et qui commencent à parler comme les écrans qu'ils voient. Voilà. Bien sûr, à la suite, le retard de langage va apparaître avec souvent une pauvreté du langage, voire une absence, et des retards ensuite ultérieurs. Ça, c'est les deuxièmes séries de signes, c'est les troubles de l'attention. Les troubles de l'attention qui sont majeurs, ce sont des enfants qui, dès qu'ils n'ont plus d'écran, zébulonnent, sont incapables de se fixer sur quelque chose, ne réalisent pas leurs tâches, entreprennent tout et ne finissent rien. Ces troubles qu'on appelle l'hyperactivité et qui touchent des petits-enfants de 18 mois, 2 ans, etc. Et le troisième série de symptômes, donc 1, les symptômes de le langage, 2, l'attention, et 3, les troubles de la relation à l'autre. Ce sont des enfants qui sont soit dans un comportement d'isolement, beaucoup d'enseignants disent qu'ils sont dans leur bulle, ou de personnes de puéricultrices de crèche, ils sont dans leur bulle, ils ont peu de contact, ou des comportements agressifs. Ils agressent les autres, ils ne supportent pas les autres à proximité, et ils ne jouent pas avec les objets. Ils cassent, ils tripotent, et ils lancent, et ils n'ont pas d'utilisation d'objets. On pourrait presque ajouter également des difficultés dans le contact et la relation à l'autre. Ce sont des enfants qui ne demandent pas de câlin, qui sont souvent peu câlins, qui sont même un peu hostiles à la relation, parfois allant jusqu'à pas vraiment des évitements de regard, mais un regard qui n'est pas pas vraiment regardé. Encore que ça, c'est moins important et moins fréquent. Voilà les symptômes les plus importants, et tout ça apparaît donc dans le cours de la première année et devient évident dans le cours de la 2e année. Donc c'est vraiment les crèches, les haltes de garderie et la première section de maternelle, la petite section, qui sont vraiment là au centre, et tous autant que vous êtes, si vous travaillez dans ces structures, il y a une nécessité d'un repérage extrêmement précoce et extrêmement important. Les auteurs disent alors que ces symptômes d'exposition précoce et excessive, précoce c'est donc évidemment dès le début de la vie presque, excessive c'est quoi? Eh bien ces manifestations apparaissent lorsqu'un enfant passe plus de 4 à 5 heures par jour dans son temps d'éveil devant l'ensemble des écrans.
C'est-à-dire pas seulement l'ensemble des écrans, c'est la télévision, c'est les ordinateurs, c'est les différentes tablettes, c'est les jeux maintenant d'enfants où il y a des tablettes dans le jeu, incrustées, je dirais, dans le personnage. Et ce sont bien entendu les smartphones. Alors pourquoi les enfants passent autant de temps que cela? Eh bien parce que ces écrans nomades, les parents les donnent extrêmement facilement aux enfants, lesquels réclament ces objets. On verra pourquoi ils les réclament. Donc ces enfants ont ces objets dès qu'il s'agit d'être dans une salle d'attente. Pas plus tard que hier, j'étais en train d'attendre que la piscine ouvre et puis il y avait à côté de moi un tout petit qui était avec son... un tout petit qui était avec son écran et on attendait l'heure de l'ouverture de la piscine. Voilà. Au lieu de regarder, au lieu d'être en interaction, il était avec son écran. Avec quelque chose que tout le monde connaît, vous savez tous, quand un tout petit est avec son écran, il est littéralement, et ça je voudrais insister là-dessus, il est littéralement hypnotisé, il est littéralement fasciné, on verra fasciné et hypnotisé, et conséquence, il devient sage comme une image. Sauf que les enfants ne sont pas des images. Les enfants, normalement, un enfant qui est en bonne santé, il a besoin de bouger, de courir, de remuer, de sauter, de s'exprimer sur le plan moteur, sur le plan relationnel. Tandis que là, il est quasiment figé, il est capturé, on y reviendra. Et il est vraiment une capture, on dit d'ailleurs la capture d'écran, il est capturé par l'écran. Donc, c'est au moment des attentes, dans la salle d'attente, dans la voiture, dans le train, dans la poussette au sortir de la crèche ou de l'école. Beaucoup d'enseignants ou de péricultrices disent que dès que l'enfant est remis dans la poussette, hop, on lui donne son écran, et puis on repart avec comme ça. Il ne bouge plus dans sa poussette. Et puis à la maison, c'est la télévision, et c'est les ordinateurs, etc. Donc tout ça finit par faire un temps considérable chez un tout petit qui, dans la journée, n'est quand même pas éveillé 18 heures par jour, qui représente un temps très considérable de son temps d'éveil. Alors, qu'est-ce qui se passe? Essayons, voilà, donc en gros, la description du symptôme. J'ai appelé les écrans, je les ai nommés aujourd'hui des perturbateurs environnementaux. On parle beaucoup des fongicides, des insecticides, des perturbateurs environnementaux qui peuvent provoquer des dégâts neurodéveloppementaux chez l'enfant, avec des modifications enzymatiques, etc., etc. Je ne conteste pas la réalité de ces situations-là et de ces choses-là, mais je pense qu'on peut élever les écrans au rang de perturbateurs environnementaux, en particulier perturbateurs, c'est la première fois que je prononce ce mot, perturbateurs de l'interaction parent-enfant. Perturbateurs de l'interaction parent-enfant à une période où l'enfant est dans ce qu'on appelle l'étape de la référence sociale. Qu'est-ce que c'est l'étape de la référence sociale? C'est l'étape entre 6-8 mois en gros et 3 ans, 3 ans, où l'enfant est très intéressé par ce que fait l'adulte et très intéressé par ce qui intéresse l'adulte. Vous savez tous que moi, et quand l'adulte est près de lui et qu'il n'est pas en train de s'intéresser à lui, l'enfant le supporte mal. Le classique du temps jadis, quand il n'y avait pas ces portables, quand les parents téléphonaient, les petits-enfants de 18 mois à 2 ans faisaient toutes les bêtises possibles, vous le savez bien, pour réattirer l'attention de l'adulte. Il y a plusieurs expériences qui montrent qu'un enfant fait tout à cet âge-là pour attirer l'attention de l'adulte. Et pourquoi? Parce que effectivement, c'est en attirant l'attention de l'adulte que l'adulte va lui montrer les objets, la situation, le monde, et que l'enfant va pouvoir comme ça comprendre le monde, et je le dis au sens étymologique du terme, comprendre le monde, c'est-à-dire prendre le monde avec. Comprendre, c'est prendre avec. L'enfant ne peut comprendre le monde que dans une relation à l'autre. Il ne peut pas comprendre le monde tout seul. Sinon, c'est quelque chose d'énigmatique. Donc cette période de référence sociale, elle est essentielle dans le développement de l'enfant. Et je le dis dès maintenant, et je crois qu'il faut que vous insistiez auprès de tous les parents, et d'autant plus que les parents doutent de leurs compétences. Plus des parents doutent de leurs compétences, plus ils vont avoir tendance à croire que les écrans vont venir se substituer à leurs compétences. C'est la pire des erreurs. Et il faut vraiment requalifier les parents, leur dire c'est vous les plus compétents, c'est vous qui vous permettrez à l'enfant de comprendre le monde quand vous le lui expliquez. C'est pas l'ordinateur et c'est pas l'écran. Et ça, il y a vraiment un travail très important à faire. Donc, je reviens au temps. Le temps de surexposition, c'est entre 4 et 5 heures. Et je crois aujourd'hui que dès qu'apparaissent les symptômes que je viens de vous énoncer avant,
Votre travail de professionnel, c'est immédiatement de demander gentiment, dans un contexte courtois, pas nécessairement policier, de demander de combien de temps par jour votre enfant regarde des écrans, et en faisant bien la liste de tout, smartphone, ordinateur, télévision, etc., à quel endroit, à quel moment, etc., et de comptabiliser cela. C'est le premier, c'est presque maintenant un devoir de santé publique de commencer par cela, quand il y a les symptômes dont je vous ai parlé. Et bien entendu, s'il y a des expositions excessives aux écrans, on le reverra tout à l'heure, mais je le dis dès maintenant, la première des conseils, c'est l'interruption des écrans immédiatement. Alors pourquoi les enfants sont intéressés par les écrans? Parce que tous les adultes disent, mais ça l'intéresse, il le veut, il tend la main. Ben, c'est le problème aussi, que je n'ai pas encore abordé, c'est le problème des adultes. C'est que les adultes aussi, et surtout ces jeunes adultes, en général les papas et les mamans des enfants de 18 mois, de 2 ans, ils ont une trentaine d'années maintenant. Ce sont donc des adultes qui sont des trentenaires, qui ont vécu avec les écrans et qui ont dans les mains des smartphones. Et de plus en plus aujourd'hui, les parents, quand ils sont avec leurs enfants, beaucoup de parents, trop de parents, sont occupés par leur smartphone. J'ai plusieurs fois dans la vie de tous les jours eu l'occasion de voir cette séquence, un petit enfant de, on va dire comme ça, 10, 12 mois, 14 mois, dans sa poussette, dans les transports en commun, je dis une maman, parce que c'est un peu plus souvent une maman ou un papa, qui est complètement absorbé par son écran, qui regarde, qui sourit d'ailleurs, qui rigole des fois, etc., ou qui répond et qui parle, donc totalement absent d'interaction. Un enfant qui voit quelque chose, qui se tourne vers son parent pour tenter d'attirer l'attention de ce parent parce qu'il voit qu'il y a un spectacle intéressant qu'il veut lui montrer. C'est ça ce qu'on appelle l'attention conjointe. C'est quand l'enfant s'intéresse à quelque chose et qu'il sollicite l'adulte pour que l'adulte lui explique ce qui se passe. Eh bien, l'adulte ne répond pas. L'enfant essaye une fois ou deux, 3 fois. Et puis c'est impressionnant. On le voit s'interrompre, s'affaisser et devenir indifférent. Indifférent au monde, indifférent à la relation, parce qu'on ne l'a pas soutenu, on n'a pas étayé son intérêt pour le monde, parce que le parent est complètement occupé à ça. Donc il y a une pollution de l'interaction par l'enfant du côté des parents, qui sont entravés et envahis. Et effectivement, comme les parents regardent cet écran, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un enfant est particulièrement intéressé par ce qui intéresse les parents. Donc, si les parents sont intéressés par les écrans, avant même que l'écran soit devant les yeux de l'enfant, déjà l'enfant a envie d'avoir un écran. C'est-à-dire qu'il a envie d'avoir ce qui fascine le parent et ce qui l'attire. Donc, évidemment, il y a une puissance attractive qui est déjà là, qui fait le lit de cet attrait. Et les parents lui disent, mais c'est lui qui le demande. Évidemment, lui, il le demande. Un enfant de 6 mois, 8 mois, devant un parent qui regarde son écran, l'enfant demande ce qui intéresse le parent. Donc il demande l'écran. Alors, la question c'est, est-ce que l'enfant, s'il demande à sauter dans la rivière, est-ce qu'on va le laisser sauter dans la rivière? Voilà. C'est pas parce que l'enfant demande qu'on doit le donner immédiatement, sans aucune autre précaution. Donc, je me dis ça et je vous explique parce qu'il faut comprendre l'état d'esprit et ce besoin et cet intérêt de l'enfant. Une fois que l'enfant a l'écran dans la main, il se passe quelque chose de particulier. Nous sommes des animaux carnassiers, on mange de la viande. Et notre regard, notre vision, est extrêmement étudiée pour justement repérer les proies, repérer et suivre des proies, et suivre du regard quelque chose qui bouge. Notre regard est attiré par ce qui bouge. Et le regard d'un petit enfant est très attiré par le mouvement et par ce qui bouge. Donc quand on met un smartphone à 20 cm de ses yeux, qui est exactement la distance de la bonne vue pour un enfant, eh bien immédiatement, comme ça gigote et ça s'agite en permanence sur l'écran, ses yeux sont quasiment scotchés sur l'écran et son attention est quasiment captée par les mouvements de l'écran. Et les mouvements d'un côté, et si je suis un peu méchant, je vais dire cette bouillie verbale, parce que pour un petit de 6, 8, 10 mois, le discours qui se passe, c'est un peu une bouillie verbale, qui effectivement, il y a plein de mots, et tout ça est énigmatique. Or, nos yeux donc sont faits pour suivre les mouvements, et notre cerveau est fait pour tenter de comprendre ce qui est énigmatique et ce qu'on ne comprend pas. Donc face à des écrans où ça bouge et c'est un spectacle remuant, l'enfant est littéralement fasciné, capté et tente de comprendre.
tente désespérément de comprendre. Il tente de comprendre quelque chose qui n'est pas à sa portée. Donc il le met dans un état de sidération. D'où cet effet de sidération qu'ont souvent les enfants qui sont presque figés devant les écrans. Et là, il y a quelque chose donc, qui est assez puissant, un attracteur extrêmement puissant. Et bien entendu, à ce moment-là, l'interaction est coupée avec le parent. Alors, d'un côté, le parent est avec son écran, et d'un autre côté, le petit est avec son écran. Et voilà deux solitaires, de solitude, côte à côte, à l'âge où l'enfant a un besoin vital des interactions, a un besoin de se construire à travers les interactions. Donc voilà le premier plan qui est absolument très, très nocif et qui permet de comprendre le potentiel attractif des écrans et leur potentiel, je dirais, désorganisant sur le plan justement de la compréhension, parce que l'enfant ne comprend pas. Cette sidération en est le témoin. Alors, essayons maintenant de comprendre à travers ces écrans un peu plus que cela. Je vous ai dit tout à l'heure que les écrans, effectivement, étaient un toxique au niveau de l'attention. Alors, c'est le premier élément. Face à ces éléments qui bougent, qui regardent, l'enfant est capté par son attention. Je vous invite à aller sur Internet et à faire ces deux mots, économie de l'attention. Économie de l'attention. C'est un champ de recherche qui se développe en ce moment, extrêmement important, au niveau des économistes et des sociologues, et des psychologues et des sociologues. Comment capturer l'attention des gens qui sont derrière les écrans et comment faire qu'ils gardent le contact visuel. L'économie de l'attention sur Internet, etc., est devenue un champ extrêmement important du monde. Là, je vous cite vous pouvez sur Internet trouver un article d'un certain Dominique Boulier, avec 2 L, un bien rare en quête de mesure. Donc vous trouverez ça, Dominique Boulier, un bien rare en quête de mesure. Voilà ce qu'il dit. La capture de l'attention, condition primordiale pour la capture du public, est une offensive permanente des médias et des offreurs de contenu. Une offensive, voilà. Et comment on s'y prend ? Eh bien, tout est donc fait pour capter cette attention grâce à des effets de saillance, c'est-à-dire des trucs un peu comme ça qui bougent et qui un peu explosifs, puis la garder captive au niveau de raffinement des stratégies utilisées pour que le spectateur garde ses yeux rivés sur l'écran est impressionnant. Alors vous en trouverez le détail, notion de voisinage, d'immunité, de conteneur, d'immersion, de degré d'immersibilité, de fidélisation pour maintenir l'attachement à l'écran, de mise en alerte, d'emprise et de surprise. Voilà, avec toutes ces stratégies-là pour que les yeux de la personne restent captés, capturés. Voilà, bien. Et l'enfant, les vidéos pour les enfants, les programmes pour les enfants, eh bien, répondent à cette logique, de capturer son attention. Donc l'enfant est littéralement scotché sur l'écran. Quand on parle d'enfant hyperactif, on parle de trouble de l'attention, de déficit de l'attention. Quand on lit la médecine, eh bien, force est de reconnaître que la médecine est très en retard sur les sociologues et sur l'économie de l'attention. Et qu'on parle de déficit de l'attention, point barre, sans trop chercher à en comprendre la complexité. Or, l'attention est un processus extrêmement complexe. Dans l'hyperactivité, on dit qu'il y a un déficit de l'attention. Chez les enfants qui regardent les écrans, très vite, ils se mettent à zébulonner et on va dire qu'ils ont des troubles de l'attention. Mais on devrait quand même s'étonner de la contradiction. Voici des enfants qui sont capables de rester un quart d'heure, une demi-heure, 3 quarts d'heure, immobiles devant des écrans en ne le quittant pas des yeux. C'est quand même une attention extraordinaire, ça. Une attention, c'est même une attention inhumaine pour un petit enfant. Un enfant normal, il ne reste pas 3 quarts d'heure, les yeux rivés sur l'écran. Faites le test avec des petits, vous verrez qu'ils ne bougent pas. Je ne sais pas combien de temps ils peuvent rester comme ça si on leur laisse l'appareil. J'en suis presque au point de me demander s'ils arriveraient ne demanderaient plus à manger, etc. Ils sont, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Alors je pense qu'il faut bien comparer cela avec la lecture d'un livre. Voici un enfant qui regarde une histoire sur son écran et qui est dans cet état de capture. Il ne quitte pas l'écran des yeux. Il ne quitte pas l'écran. Il est dans ce moment de sidération, énigmatique. Certes, il comprend quelques éléments, mais pas tout. Et il est
perplexe souvent. Et c'est, je pense, l'enfant qui est devant l'écran est dans un état de perplexité. Quand on lit un livre à un enfant, 8 mois, 1 an, dès qu'on est comme ça, on est assis à côté, on le pose sur ses genoux, et puis on a le bob devant, et on feuillette. Et le papa ou la maman lit les histoires. « Oh, regarde, tu as vu la souris, là, tu as vu, il y a le nounours, etc. » Il raconte le truc. Et de temps en temps, l'enfant regarde, et de temps en temps, tous les enfants, son attention part. Il part, et il est ailleurs. Il est ailleurs. Alors, est-ce qu'il est dans la lune? Alors, bon, il part, le parent a vu que l'enfant était parti, il le laisse comme ça, 10 secondes, 15 secondes, et puis au bout de 10-15 secondes, il le ramène. Il dit, ah, regarde là, t'as vu la petite souris, t'avais pas vu la souris, regarde là, t'as pas vu la petite coccinelle, là, elle est cachée derrière. Il ramène son attention, et il raconte l'histoire, il tourne la page, etc. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce moment-là? Quand l'enfant détourne la tête, ça ne veut pas dire qu'il est dans... On peut dire qu'il est dans la lune. Je préférerais qu'on dise il est dans ses pensées. Il est dans ses pensées, c'est-à-dire que probablement, il se raconte à lui-même quelque chose de l'histoire qu'on vient de lui raconter. C'est ce qu'on appelle, en termes neuropsychologiques, l'attention profonde. Deep attention. D2EP, deep attention. L'attention profonde. L'attention profonde, qui est l'attention qu'on développe en dehors de la stimulation sensorielle. Quand on n'est plus soumis à la stimulation sensorielle, quand on ne regarde plus l'écran, et que là, on rêve, on se raconte l'histoire, etc. Et je dirais que la lecture d'un livre permet une oscillation entre l'attention partagée entre le papa ou la maman et l'enfant, regarde là, t'as vu le coccinelle, la stimulation visuelle du joli dessin, etc. Et de temps en temps, un décrochage et une rêverie qui est en fait un investissement d'intention et d'intérêt pour ensuite revenir, grâce au papa ou à la maman, sur l'attention, être récupéré et avoir ce balai de centration sur l'image, de centration sur la pensée, puis de retour, etc. C'est ça que perturbe profondément l'écran par cette capture d'attention sensorielle. L'écran capte l'attention sensorielle et ampute, et je n'hésite pas à dire ça, ampute la capacité d'attention profonde. C'est-à-dire la capacité de rêverie, la capacité de mémorisation, la capacité de penser, de songer. Et effectivement, donc du coup, dès que les enfants ne sont plus confrontés à ces écrans qui bougent, quand ils sont dans la réalité de tous les jours, ben, ça gigote moins et ça s'agite moins que sur les écrans. Et très vite, l'enfant, ben, il court, il galope. C'est comme s'il était à la recherche de cette hyperstimulation sensorielle pour, je dirais, capter son attention, parce qu'il est en défaut d'évocation, en défaut d'attention profonde, en défaut de rêverie. Et donc ça se constitue. L'attention, contrairement à ce que croient certains, et ça j'insiste beaucoup, l'attention est une donnée neuropsychologique développementale construite, relationnellement construite. L'attention se construit à travers l'attention partagée d'abord, quand mère et bébé se regardent, ou père et bébé, je dis mère souvent par facilité, vers l'âge de 3-4 mois, ah tu souris, tu fais un beau sourire, la maman tire la langue, l'enfant tire la langue. Bon, on sait que maintenant tout cela est permis grâce à ce qu'on appelle les neurones miroirs, c'est-à-dire la capacité comme ça d'être en résonance émotionnelle et motrice. Et puis à partir de l'âge de 6 mois, c'est ce qu'on appelle l'attention conjointe, c'est-à-dire l'attention sur un objet tiers, le hocher, la girafe, et l'enfant et la maman ou le papa regardent en alternance la girafe et se regardent de temps en temps. Et de temps en temps, l'enfant part ailleurs et la maman récupère l'enfant et dit « Ah, regarde, t'as vu la girafe, regarde là comme elle fait poète, etc. » Qu'est-ce qu'elle fait la maman ou le papa en ce moment-là? Elle apprend à l'enfant à centrer son attention sur un objet et à ne pas prendre en considération les 1001 stimulations environnementales qui existent toujours. Et donc, d'une certaine manière, elle apprend à l'enfant à inhiber les stimulations inutiles pour se centrer sur l'attention, tout en parlant à l'enfant, évidemment, on reviendra sur le langage ensuite, tout en parlant à l'enfant et tout en l'organisant et en stimulant et en lui montrant le monde. Et elle lui montre le monde, elle lui explique le monde, la maman, toutes les mamans du monde, même les mamans qui viennent des pays immigrants, qui n'ont pas fait beaucoup d'études, qui sont dans une situation qu'elles croient dévalorisée, ben ces mamans-là, elles sont plus compétentes pour permettre à l'enfant de comprendre le monde qui l'entoure qu'un écran. Ça, c'est fondamental. Et donc, c'est cela qu'il faut dire aux mamans, parce que c'est cela dont l'enfant a besoin. Il n'a pas besoin d'avoir des spectacles de l'autre bout du monde sur son smartphone.
Ça, c'est la première chose. Donc, une perturbation de l'attention qui va se mettre en place entre 6 mois et 18 mois, et en particulier quand les enfants ont cette entrave du fait de ces perturbateurs environnementaux. Deuxième type de trouble, le langage. Le langage, c'est la même chose. C'est très proche. Quand un enfant commence à gazouiller, il va arre, la maman ou le papa, arre, soutient dans une interaction réciproque. Quand il commence à parler, papa, tu as dit papa, etc., on a montré qu'un parent répète en moyenne 6 à 7 fois les phonèmes que l'enfant a prononcés et les répète sur des hauteurs de ton différentes. Et transforme ces phonèmes en des articulations significatives dans la langue maternelle. Voilà. Et c'est comme ça que peu à peu, l'enfant structure d'abord des phonèmes, des oppositions qu'on appelle phonématiques signifiantes, et peu à peu isole des mots, papa, baba, au début il dit baba, papa, t'as dit papa, etc. Et voilà, je vais vous faire un dessin, vous connaissez ça. Et cette interaction langagière soutient et étaye au moyen de quelque chose qui est essentiel, au moyen de la prosodie. La prosodie, c'est la musique de la langue. La prosodie, c'est la prise de tour de parole, c'est les inflexions, c'est la musique de la langue. Et c'est comme ça que peu à peu, je dirais, par ces répétitions et par cette prosodie, j'aime à dire que ces répétitions et cette prosodie, ça forme le lit du langage, la litière du langage. C'est là que le langage va s'installer. Eh bien, c'est ce que ne donnent pas les écrans, en donnant cette espèce, vous avez entendu ces écrans, cette espèce de parler nasillard, très rapide, avec des excitations permanentes, et qui est la plupart du temps incompréhensible pour un enfant de 6-8 mois, et qui va se mettre donc à pêcher cela dans des répétitions écolaliques, comme on le voit. Et donc, il ne faut pas s'étonner si effectivement, une partie de sa vie éveillée, il est confronté à ces discours incompréhensibles, il va prendre ces fragments-là, et c'est ce que vous voyez à travers les retards de langage qui vont devenir évidents dans le cours de la 2e année, et massifs au moment de la 3e année, c'est-à-dire entre 2 ans et 3 ans, où vous avez effectivement un nombre impressionnant d'enfants qui ont des retards relativement importants de langage, ce qui fait bien sûr le bonheur des orthophonistes, mais pas complètement d'ailleurs, mais parce qu'elles sont des... Il y a des orthophonistes dans la salle? Il y a des orthophonistes? Non, il n'y a pas d'orthophonistes? Ah, c'est dommage. Dans notre salle. Voilà. Ce qui fait leur bonheur, mais en fait, ce qui fait aussi un peu leur souci, parce qu'elles se rendent bien compte qu'il y a vraiment une explosion et une difficulté. Alors je dis là aussi au féminin, j'étais directeur de l'école d'orthophonie de Poitiers, on a eu 2 hommes en tout sur des promotions qui représentaient 250 personnes, donc je m'autorise du féminin. Voilà. Donc le langage n'est pas porté par l'interaction. Et dernier point, dans la relation, le dernier symptôme important, c'est la difficulté de relation et les difficultés de contact aux autres. Et bien là, c'est pareil. On a effectivement, entre 8-10 mois et 2 ans, 3 ans, plusieurs auteurs, des gens qui s'appellent Trevarten, qui s'appellent Daniel Stern, ont décrit ce qu'on appelle l'interaction, les interactions synchronisées. Daniel Stern a beaucoup l'accordage affectif, cette espèce de capacité à s'accorder l'un à l'autre. Alors, je vais vous en donner un exemple. Un enfant, effectivement, par exemple, sur la table allongée, un petit bébé sur la table allongée, pédale des jambes. Un enfant qui est content, un bébé qui est content, couché, un bébé de 4-6 mois content, il a des mouvements de pédalage. C'est sa manière d'exprimer son contentement. Et la maman, en face de lui, ou le papa, spontanément, a des mouvements d'oscillation de la tête qui sont exactement en rythme au mouvement de pédalage de l'enfant. Quand le pédalage accélère, l'enfant, le parent accélère. Quand le pédalage ralentit, le parent ralentit. Et la prosodie de son discours est en interaction avec ça, avec des montées et des ralentissements. Oh, tu es content? Oui. Voilà. Oh, tu as des soucis. Enfin, vous voyez, cette espèce de rythme-là. Eh bien, ces rythmes sont extrêmement synchronisés. Et grâce aux écrans vidéo, bon, de temps en temps c'est utile quand même, en filmant l'enfant d'un côté, en filmant la maman de l'autre, par 2 caméras, on s'aperçoit qu'il y a un mimétisme étrange. Maintenant, on le sait, c'est les écrans miroirs, où il y a des échanges de sourires, des échanges voilà. Et qu'est-ce qui se passe quand un enfant sourit, un tout petit dès l'âge de 3-4 mois? Je ne pense pas qu'un petit enfant, quand il sourit, sache qu'il sourit. Je ne suis même pas convaincu qu'il sache qu'il est content. Mais en revanche,
La maman en face de lui, elle regarde son enfant, son bébé qui sourit, et elle sourit. Mais elle sourit plus que l'enfant. C'est-à-dire elle a un sourire éclatant. Et en plus, elle dit « Ah, tu es content !» Voilà. Et l'enfant, devant ce visage content, puisque la mère est contente, et qui lui dit « Tu es content », se met à sourire de manière éclatante parce qu'il a un visage en face de lui qui sourit de manière forcée, et lui se met à sourire de manière forcée. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrive progressivement à avoir une prise de conscience de nos propres mouvements, de nos propres mimiques, par l'intermédiaire du visage de l'autre. Un auteur que vous connaissez, qui s'appelle Winnicott, a dit que le premier miroir de l'enfant, c'était le visage de la mère. C'est exactement ce que je viens de vous décrire. Il avait eu le génie de dire ça avant les vidéos. Et nous avons fait avec Jacqueline Nadel, qui est un auteur connu dans le monde scientifique, à Poitiers, quand j'étais encore universitaire à Poitiers, nous avons fait une recherche sur ce qu'on a appelé la désynchronisation interactive, où on a filmé une maman qui était dans une pièce et qui voyait son bébé dans une autre pièce, lequel bébé voyait sa maman à travers un écran de télévision interposé. Et mère et bébé communiquaient en direct par écran de télévision interposé, donc ils pouvaient se parler, jouer, ils ne pouvaient pas se toucher, mais ils pouvaient donc agiter des hochets, attirer l'attention, etc. Et on voyait la mimique joyeuse de l'enfant, la mimique contente, etc. Et au bout de 2 minutes d'enregistrement, dans la foulée, sans qu'il y ait de coupure, on avait enregistré les 30 premières secondes, enfin 30 secondes des 2 ou 3 minutes précédentes, et on passait à l'enfant, non plus la maman en direct, mais la maman en différé. Vous comprenez ce que je veux dire? La maman qui a 30 secondes, comme dans un film, quoi. On passait le film. Eh bien, les bébés sont extrêmement sensibles à la désynchronisation interactive. On les voyait s'arrêter, tenter de remuer, et puis très vite, s'affaisser et se détourner. Avec ce visage d'ailleurs un peu figé, et un peu énigmatique, un peu mutique, qu'ont certains enfants sur les écrans. Et bon, très vite, on relançait la mère en direct et on voyait l'enfant qui retrouvait son côté joyeux, etc. C'était assez impressionnant. Eh bien, je dirais que les écrans, les smartphones, réalisent une désynchronisation interactive, et dans les deux sens. C'est-à-dire que l'enfant, lui, il voit des spectacles, vous me direz quand je dois m'arrêter, hein, je ne sais pas combien de temps vous aviez prévu. Encore un petit peu? Encore 10 minutes, puis après il y a des questions-réponses. L'enfant doit effectivement... l'enfant il est très sensible à cette désynchronisation, et il se retire, et c'est quelque chose qui est extrêmement perturbateur. Et je pense que les écrans réalisent cette désynchronisation dans les deux sens, puisque l'enfant est face à un spectacle totalement désynchronisé, ça bouge et ça cause, sans cohérence avec ce qu'il ressent, sans cohérence avec ses expressions, sans cohérence avec ses vécus émotionnels, d'où cet aspect sidéré de l'enfant, sidéré. Et voilà, un enfant face à ce spectacle incompréhensible. Et d'autre part, ça entraîne une désynchronisation des parents à l'égard de l'enfant, puisqu'effectivement, les parents eux-mêmes sont souvent devant leur smartphone, devant leur écran, à des moments parfois chauds de la vie de tous les jours d'un enfant. Certains parents vont jusqu'à donner un smartphone à l'enfant pendant les repas ou au moment de l'endormissement pour faciliter cela. Et c'est vrai que ça facilite. C'est ça la plaie. J'étais l'autre jour avec la défenseur des enfants et 2-3 de ses collaboratrices pour discuter justement de l'impact de ces écrans et de ce qu'on pouvait faire, parce que c'est une quasi-maltraitance de l'enfant. Et une de ses collaboratrices, jeune femme de 30 ans, juriste, etc., qui d'un coup dit « Ah ben oui, ma petite fille qui a 6 mois, ah ben elle a pris mon smartphone, elle l'a regardé pendant 10 minutes, elle ne bougeait plus, et quand je lui ai enlevé, elle s'est mise à hurler. » Ah, je me suis dit, il ne faut surtout pas lui redonner, parce que ça va être à chaque fois le même problème. C'est-à-dire, comme elle est au courant, immédiatement, elle a dit, je ne vais pas lui donner. Mais, dans certaines familles, et plus les familles sont démunies, plus c'est comme ça, le fait que le petit enfant prend l'écran, prend cet objet des grands, c'est comme si ça allait lui permettre de grandir, et c'est comme si ça allait lui permettre d'apprendre la langue, c'est comme si ça allait lui permettre de progresser. Le fait qu'il s'approprie les grands alors qu'il a 6-8 mois, ah ben c'est magique, déjà à son âge, il est intéressé par les écrans. Ah, mon enfant est en avance. Et ça, c'est un piège absolu. Et vous devez effectivement bien comprendre ça, comprendre la satisfaction des parents, mais il faut bien, je dirais, montrer que cette satisfaction, elle est trompeuse, et qu'ils sont en train de se faire piéger. Et la manière de montrer qu'elle est trompeuse, c'est que dès qu'on retire l'écran à l'enfant, il se met à hurler, c'est-à-dire qu'effectivement, comme si on lui enlevait d'un seul coup une espèce de morphine, ou une espèce de truc qui le fascine et qui l'emprisonne d'une certaine manière.
Donc il faut vraiment insister là-dessus et bien leur dire. Alors que faire? La première chose, quand le syndrome épais est installé chez un enfant de 18 mois à 2 ans, entre 6 et 7 mois, les premiers, on a des exemples chez des enfants de 8-9 mois, c'est souvent par exemple un exemple tout à fait typique d'une maman qui s'occupait de son enfant et qui, pour des raisons professionnelles, doit refaire une nouvelle formation professionnelle avec des études et un examen qui va l'accaparer, elle est très motivée pour ça, et bien d'un seul coup, elle donne des écrans et un smartphone, et elle s'aperçoit qu'avec le smartphone, l'enfant est tranquille et qu'elle peut travailler tranquillement. Et qu'elle a, je dirais, plus besoin d'être en interaction avec lui. Et en 3-4 mois, le comportement de cet enfant va changer de manière massive. Heureusement, elle s'en est rendue compte, et heureusement, elle était au courant de ça, elle est allée, et on l'a arrêté immédiatement, et au bout de quelques jours, l'enfant, après une protestation très importante, l'enfant a repris son cours développemental. Donc, j'ai un enfant chez qui vous repérez une exposition excessive et précoce aux écrans, avec les symptômes qu'on a évoqués, il n'y a pas 36 solutions, il faut convaincre les deux parents, il faut les convaincre d'essayer de faire une privation complète des écrans. Vraiment une privation complète, et certains parents qui étaient assez convaincus par le médecin ont même été jusqu'à mettre un drap sur la télévision pour qu'on ne la voie plus, pour que plus personne ne la regarde. Et donc il faut effectivement les convaincre, bien expliquer, et tous les écrans, et bien sûr, l'enfant proteste. Il va hurler, il va crier, il y a entre 2-3 jours, jusqu'à 8-10 jours, de difficultés de protestation. Et là, il faut soutenir les parents, il faut les étayer, il faut les accompagner, leur dire que c'est dur, faire qu'il y ait d'autres personnes, la grand-mère ou des amis qui viennent, qui s'occupent de l'enfant, etc. Mais il ne faut pas céder. Il ne faut pas céder. Et très rapidement, on voit que les symptômes diminuent. D'abord, un des premiers symptômes qui c'est les difficultés de contact avec des enfants qui redeviennent câlins. Beaucoup de parents disent, maman dit, il est redevenu câlin. Il ne me repousse plus, il est plus agressif, il est moins agressif. Le langage se réapparaît, l'intérêt pour les jouets et les jeux de l'âge de l'enfant, les puzzles, les jeux de construction, etc., réapparaît. Et on voit l'enfant qui a du plaisir à nouveau, du plaisir relationnel, et du plaisir, voilà. Et ça, c'est ainsi tout à fait évident. Donc, il n'y a pas d'autre solution quand le syndrome est installé que de mettre en place, effectivement, cette privation extrêmement importante. Après, quand le cours du développement a repris, quand l'enfant est revenu dans des axes développementaux normaux, on peut réintroduire tout doucement du temps d'écran, tout doucement. Chez des enfants qui n'ont pas de symptômes de syndrome épais, est-ce qu'il faut être dans l'abstinence absolue? Alors, Serge Tesseron avait proposé pas d'écran avant 3 ans, et c'est un slogan qui a sa justification. Je crois que la ville d'Angers dit aussi pas d'écran avant 3 ans. C'est quelque chose qu'il faut faire entrer, alors on peut le complexifier avant, un peu. Pas d'écran avant 3 ans, chez les tout petits, en particulier, jamais d'écran tout seul. Moi, je prône pour qu'on puisse éventuellement permettre à un petit d'avoir un petit écran et de regarder cet écran pendant 10 ou 15 minutes. Mais, je pense qu'il est très important, la suite est très importante, mais il est fondamental qu'un adulte soit à côté de l'enfant et que l'adulte regarde ce que l'enfant regarde. Donc il regarde ce que l'enfant, comme s'il regardait un livre ensemble, et qu'ensuite on éteint l'écran au bout de 10 minutes, un quart d'heure, et ensuite l'adulte parle avec l'enfant. Alors qu'est-ce que tu as vu? Tu as vu la souris? Tu as vu le bonhomme qui faisait ça? Qu'est-ce qu'elle faisait la dame? Etc. C'est-à-dire qu'on réintroduit la relation. J'aime à dire que l'adulte reprend la main dans la relation. La relation qui a été, je dirais, suspendue par l'écran, au bout de 15 minutes, 20 minutes, l'adulte reprend la main et explique à l'enfant. Je dirais que c'est une stratégie de pédagogie de l'utilisation des écrans chez les petits-enfants. Et je pense que c'est peut-être plus réalisable, et soutenir l'attention des parents et leur dire qu'ils sont vraiment les vrais éducateurs et les vraies personnes qui sont capables d'expliquer les écrans. Capables d'expliquer la vie aux enfants, pas capables d'expliquer les écrans, mais capables d'expliquer et de faire comprendre le monde aux enfants, après que celui-ci soit resté 10 minutes devant son écran. Alors évidemment, 10 minutes, c'est pour un tout petit, d'un an, après ça peut être un peu plus longtemps, mais je crois que cet accompagnement-là est indispensable. Donc pas d'écran avant 3 ans, seul.
S'il y a écran, c'est en compagnie du parent et avec une explication sur un temps avec l'écran s'éteint au bout d'un temps, 15 minutes, 20 minutes, et le parent reprend la main dans une interaction vivante et dans une explication. Et j'insiste aussi, on ne peut pas dire ça seulement. Avec des petits-enfants, au moins de 3-4 ans, les parents devraient s'astreindre, se frustrer de l'utilisation prolongée d'écran en présence de l'enfant. C'est une chose de répondre à un appel téléphonique, c'en est une autre. D'ailleurs, quand on a fini l'appel téléphonique, on peut dire à l'enfant « Ah ben c'est mamie qui a appelé, ah ben tu sais, c'est un tel qui tu connais, c'est un tel qui a appelé, c'est mon ami, etc. » On peut expliquer ça à l'enfant. Mais on n'est pas sur des jeux, on n'est pas sur YouTube, on n'est pas sur des chats en ligne, etc., des SMS à tire-larigot. Je pense qu'il faut dire aux parents que plus ils utilisent l'écran, les smartphones en présence de l'enfant, plus l'enfant va être fasciné par ces appareils qui captent l'attention des parents. Et il va exiger lui aussi d'avoir des écrans. Donc il faut bien expliquer ça et dire aux parents, essayez de ne pas répondre, de ne pas utiliser ces écrans quand vous êtes avec votre enfant. Montrez-lui les gens qui sont dans la rue, montrez-lui le spectacle de la rue, expliquez-lui la rue, expliquez-lui les petits animaux. Voilà, ça sera beaucoup plus formateur que tout le reste. Donc il y a de votre côté une vraie pédagogie à faire et à reprendre de manière importante. Récemment, vous avez dans la salle la présidente de l'école des parents et des éducateurs du Maine-et-Loire, non pas la présidente, la directrice de l'école des parents et des éducateurs. J'ai été le président de cette association nationale pendant un certain temps, et la Fédération nationale des écoles des parents et des éducateurs a créé un jeu qui s'appelle Éduc-Écran, un jeu pour les parents. C'est un jeu qui se permet à plusieurs familles de discuter entre eux, c'est un jeu de questions-réponses. Voilà, des questions, puis on échange les réponses, et ça permet de confronter les points de vue des parents entre eux, et d'alerter un peu comme ça Alors je pense que ce sont des jeux qui peuvent être intéressants. Ce n'est pas un jeu avec des écrans, justement, c'est un jeu de plateau extrêmement simple, à fait de questions auxquelles les parents répondent et sont interpellés par les autres. Qu'est-ce que vous pensez de cette réponse, etc., etc. Donc ça fait un dialogue social. C'est une manière de réintroduire justement les relations humaines et les relations d'échange. Pour conclure, je pense que nous sommes toujours aujourd'hui tous convaincus du danger majeur de ces écrans qui sont vraiment des perturbateurs environnementaux pour le petit enfant, des perturbateurs qui nuisent à la construction de son attention, des perturbateurs qui nuisent à la construction de son langage, et des perturbateurs qui nuisent à l'insynchronisation interactive, c'est-à-dire qui nuisent à la capacité d'entrer en relation avec l'autre. Cette capacité d'entrer en relation, la capacité de prendre son tour de parole, de s'appuyer sur l'autre, d'écouter, de reparler, etc., c'est quelque chose qui se met en place dans les 2-3 premières années, et effectivement, les écrans les entravent beaucoup. Il y a d'autres symptômes, je ne sais pas tout d'ici, mais par exemple des symptômes moteurs, psychomoteurs. Et vous avez remarqué combien les petits-enfants, très vite, avec leur pouce en main, jouent comme ça et effleurent l'écran, mais ils sont en même temps incapables de prendre les objets, incapables de les tenir, incapables de juger de la 3e dimension, incapables d'avoir des notions de poids, des notions de légèreté, etc. Toutes ces notions-là, ça s'acquiert en tripotant les objets, en les portant à la bouche, voilà. On comprend le monde en le manipulant. On ne comprend pas le monde en l'observant de manière sidérée. Alors, rappelez, donc l'enfant a besoin de cette proximité, de ces 3 dimensions, pour mieux appréhender le monde et mieux appréhender sa motricité. Il ne faut pas s'étonner après que l'enfant ne sache faire que 2 choses, effleurer un écran ou flanquer un coup de pied. Voilà, c'est effectivement comme s'il n'avait pas appris la motricité intermédiaire. Donc c'est vraiment ça perturbe le développement dans beaucoup de secteurs. Mon intention, à la demande de Mme Fell, c'était effectivement de vous donner des clés d'explication, parce que sur ce que j'appelle ce perturbateur environnemental, je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Je vous remercie infiniment. Merci à vous, professeur Marcelli, c'était vraiment passionnant. Je pense que vous avez apporté beaucoup de réponses à toutes ces questions effectivement qui sont soulevées au-delà de la campagne. On voit bien que ça va chercher très loin. Et justement, c'est un peu l'élu qui va reprendre la parole, mais
On vit dans un très beau pays, la France, qui est basé sur un système démocratique. Et ce système part d'un présupposé qui commence à dater un peu, puisqu'il date de 1789, qui dit que le citoyen, il doit être libre et éclairé. Sauf que pour faire des citoyens libres et éclairés, je ne suis pas très convaincue que des enfants surexposés aux écrans soient sur le meilleur chemin et qu'on leur donne toutes les chances. Et c'est pour ça que je suis vraiment convaincue, la ville et tous les partenaires qui l'accompagnent, que justement on fait un travail de fond sur cette question de la citoyenneté, sur cette question de ce qu'est même notre modèle français par rapport à cet envahissement des écrans qui est arrivé parce que voilà, c'est un objet qui est arrivé très vite, la technologie a été bien plus vite que la médecine, bien plus vite que les politiques, ça c'est pas la première fois que ça arrive, et justement c'est à nous maintenant d'essayer de calmer le jeu, de prendre en compte le réel tout simplement, et en tout cas au quotidien, dans le rôle qui est le nôtre, justement d'accompagner les familles. En tout cas, Angers, on va essayer de le faire avec vous toutes et tous, pour trouver des réponses, pour les informer d'une part, trouver des réponses, et essayer de faire que au moins la ville d'Angers, et peut-être un peu au-delà, demain, soit plus belle. Une boîte à idées familiale. La boîte à idées familiale. Pour l'utilisation, comment chaque famille gère les On va écrans. faire ça. On va faire une boîte à idées municipale sur la plateforme collaborative de Michel Moreau, formidable. Voilà. Ça vous amènera plein de choses. Transversalité, regardez comme on travaille bien. En tout cas, merci, très bonne soirée.